Donc, dans la séquence, la recherche académique invente les futurs outils de l'animation. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à la tribune des radis Sophia Mouadja. Salut Sophia. Bonjour. Bienvenue. T'as des fans dans la salle ou... Donc Sophia est doctorante, CIFRE, et elle est chez ATI, n'est-ce pas? En fait, je suis à l'université Paris 8, oui. Donc au laboratoire INREV, et je travaille aussi à Superprod Studio. J'allais y venir, mais voilà, tu nous dis. Depuis combien de temps? Alors ma thèse, le contrat CIFRE, il a commencé il y a un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. 2 ans et demi à peu près. Ok. Et Superprod Studio, j'ai commencé à travailler là-bas en 2018. Très bien. Déjà, merci à Cédric Plessier qui est dans la salle, je crois, voilà, de nous avoir présenté Sophia. Et puis à Superprod d'avoir accepté qu'elle vienne nous parler de ce projet. Donc toi, tu es en train de travailler sur le storyboard. Oui, c'est ça. En fait, ce que je vais montrer dans cette présentation, c'est un peu le cheminement de mes recherches pour voir comment essayer de repenser la façon de faire du storyboard en l'incluant plus dans les outils 3D qu'on a aujourd'hui. Donc je vais te laisser présenter exactement les objectifs et les contenus de tes recherches. Et je peux juste donner le titre complet de ta thèse, puisque voilà. Donc repenser le storyboard en tant qu'acte de coopération et de co-création entre l'artiste et le numérique dans le cadre de la réalisation de films d'animation 3D. Sophia, je te laisse la parole. Merci. Comme on l'a dit, je suis en doctorat en thèse CIFRE, donc avec le laboratoire INREV et l'entreprise Superprod Studio. Et donc, je travaille sur une recherche qui consiste à repenser l'étape de storyboard en incluant les storyboarders dans un environnement hybride 2D, 3D. Et on verra en fait que cette inclusion, elle passe par une interface qui permet de travailler la mise en scène et l'acting des personnages de manière gestuelle et intuitive. Donc dans cette présentation, je ne vais pas entrer dans les détails sur les algorithmes, mais à la fin, il y aura les titres en fait, des articles publiés pour les personnes qui veulent en savoir plus sur notre système. Je vais rappeler très rapidement mon parcours. Après un baccalauréat scientifique, bien que j'étais plus portée sur les sciences, j'ai décidé de m'orienter vers un domaine plus créatif. Donc j'ai fait des études en animation 3D. Finalement, je me suis rendu compte que le métier de graphiste ne me correspondait absolument pas. Donc j'ai continué mes études en master ATI, donc à l'université Paris 8. Et donc c'est là en fait que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus intéressée par la programmation informatique, notamment la programmation pour l'image numérique, et donc j'ai appris un peu à développer des algorithmes à des fins créatives. Donc j'ai commencé à travailler à Superprod Studio en alternance, où j'ai créé des outils de pipeline pour la série Gogo Correct Carson. Après j'ai plus travaillé sur des problématiques du SD, et c'est ensuite que comme j'étais très intéressée par l'aspect recherche de mon métier, que j'ai entrepris de faire un contrat CIFRE donc, avec l'entreprise Superprod Studio. Pour définir le sujet de cette thèse, en fait, on est parti d'un constat qu'on a pu voir dans l'animation 3D et en s'appuyant sur ce qu'on a pu aussi apercevoir dans le studio Superprod, qui est qu'en fait, il y a vraiment une brèche entre l'étape de pré-production avec le storyboard, donc qui est sur support 2D, et l'étape de production avec le layout 3D, l'animatic 3D et toutes les étapes qui suivent, qui sont donc plus sur un support 3D. Et donc, notre objectif, c'était de voir s'il n'y a pas un moyen en fait, de reconnecter un peu ces deux médiums en tirant le meilleur de chacun. Donc notamment ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait souvent des problèmes d'incohérence en termes de proportion des personnages entre le storyboard 2D et le layout 3D, des problèmes aussi en termes de focale, de cadrage, de mouvement de caméra et aussi d'ambiguïté dans le storyboard qui parfois est mal interprété par les layout artistes et qui demandent de faire des allers-retours entre les départements. Et donc et aussi le fait que le travail est effectué 2 fois, donc une fois sur un support 2D et une fois sur un support 3D. Donc par rapport à ça, on a commencé à réfléchir à comment
essayer d'inclure plus le storyboard dans un environnement 3D. Donc c'est un peu le sujet de la thèse qui est donc affiché ici. Et donc ce que je vais faire là pour l'instant, c'est que je vais juste vous montrer un peu comment fonctionne notre système, juste pour que vous ayez un aperçu, et j'expliquerai un peu après son fonctionnement. Donc en fait, aujourd'hui, beaucoup de storyboards favorisent une interface 2D et ils ont des capacités en 3D qui sont encore limitées. Ils ignorent en partie la réalité finale du projet qui est sur support 3D. Et à l'inverse, les outils 3D sont généralement trop complexes. Ils demandent des compétences techniques très élevées et ça ne permet pas forcément d'explorer rapidement des solutions dans un contexte de prototypage comme le storyboard. Donc ce qu'on veut faire, c'est revoir notre manière de créer des storyboards en explorant les nouvelles possibilités offertes par les techniques 3D et en essayant de renforcer le lien entre storyboard, layout et prévise. Donc, dans cette recherche, on se focalise principalement sur le travail de la mise en scène et de l'acting, de la pose de personnages dans un environnement 3D avec un mode d'interaction intuitif basé sur le dessin. Donc la première étape de notre recherche, c'était de faire des entrevues avec des storyboarders pour comprendre un peu leur façon de travailler et leurs attentes pour pouvoir les accompagner sans les entraver dans leur processus créatif. Donc notre système, il se devait de mettre en avant le dessin comme mode d'interaction principal. Il ne devait pas utiliser de paramètres ou de manipulateurs complexes. Le rig et le modèle 3D sont déjà présents en entrée dans le système. Le but, c'était de minimiser les tâches techniques et répétitives pour permettre à l'utilisateur de se focaliser vraiment sur la partie artistique de son travail. Étant donné qu'on voulait inclure l'artiste dans une boucle de rétroaction avec les outils numériques, il fallait que notre outil puisse fonctionner en temps réel et offrir un retour visuel permanent à l'utilisateur et pour qu'il puisse modifier en fait, son travail de manière complètement incrémentale. Il fallait aussi que notre outil soit flexible, qu'il puisse fonctionner sur différents types de personnages, avec différents styles de dessin, des personnages non humanoïdes. Il y avait aussi une chose à prendre en compte, c'est que les storyboarders travaillent dans des cadrages bien définis, donc il fallait que notre outil puisse fonctionner de manière monoculaire et que l'utilisateur ne soit pas obligé de tourner en fait, autour du personnage pour rajouter des informations de profondeur. Et le langage visuel devait rester simple, expressif. On ne veut pas que le storyboarder dessine de manière détaillée tout un personnage, mais plus utiliser des codes graphiques pour communiquer avec la scène 3D. Donc, comme on se place à l'étape de storyboard layout, il faut bien comprendre que notre but, ce n'est pas de créer des poses parfaites, utilisables directement à l'animation, mais plus des intentions de pose qui permettraient de créer une esquisse 3D du projet pour ensuite que le réalisateur puisse avoir une vision plus globale de son projet et puisse plus facilement anticiper les problématiques, tout en visualisant tout ce qui est mise en scène et rythme. Donc il fallait quand même que nos poses soient assez lisibles, expressives et voilà, qu'elles puissent vraiment servir d'intention. Et notre système s'adresse particulièrement à des storyboarders qui n'ont pas peur de la 3D et à des layout artistes ou prévis artistes de la 3D mais qui n'ont pas peur de dessiner. La seconde étape de notre réflexion consistait à comprendre la manière avec laquelle les dessinateurs arrivent à créer des poses qui soient justes et expressives. Donc on a étudié un peu les différents codes graphiques utilisés par les dessinateurs traditionnels, notamment le dessin gestuel qui a pour rôle de capturer sur le vif l'esprit d'une pose. Donc on a pu relever différents codes graphiques comme les lignes de force qui sont des courbes qui permettent d'indiquer la dynamique globale d'une pose, les lignes enveloppantes qui indiquent plus le volume et après on a vu aussi que les artistes peuvent décomposer leurs personnages avec des volumes simples comme des cylindres ou des ovoïdes ou des boîtes. Donc on va explorer une partie de ces codes graphiques, on va les exploiter pour créer un outil qui puisse correspondre à des utilisateurs qui sont des dessinateurs. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un état de l'art, vraiment de la recherche académique sur, en français, on va dire de la pose 3D par l'esquisse. Donc on a vu que dans ces recherches, donc là j'ai mis un peu des noms de papier où en fait on va utiliser différents types de représentations, donc ça peut être des bonhommes en bâton, des lignes de force, des contours, des dessins gestuels et ce genre de choses. Et le but c'était voilà, de déjà voir comment on fait aujourd'hui de manière algorithmique pour interpréter ces codes graphiques.
Donc après ça, on a commencé à développer des hypothèses. Donc la première hypothèse, ça consistait à utiliser de l'apprentissage automatique pour lire le langage graphique des storyboards et ensuite générer automatiquement la scène 3D résultante. Cependant, les tests préliminaires étaient très peu concluants, étant donné qu'il fallait une quantité importante de données labellisées et que le temps pour construire un tel dataset était incommensurable, surtout pour une seule personne. Et en plus, on voulait que notre système fonctionne vraiment sur des personnages très cartoon, des personnages non humanoïdes, ce qui rendait difficile l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment revu notre vision du workflow en passant d'un système linéaire qui se contente de lire le storyboard 2D et de recréer une scène 3D sans changer grand-chose au workflow du storyboarder, en un workflow qui met le storyboarder en communication avec un outil pleinement interactif et qui rentre en dialogue avec le storyboarder dans un processus co-créatif avec retour visuel permanent. Alors, donc, à présent, je vais vous montrer une autre petite vidéo qui montre des exemples en fait, de scènes de storyboard 3D qu'on a pu réaliser avec ce système, donc pour montrer un peu les principes de fonctionnement. Donc en bas à droite, on a mis la petite vignette 2D de storyboard qu'on a utilisée comme référence. Donc en fait, notre système, comme on l'a dit, il exploite des codes graphiques. Et avec les outils, en fait, ça permet aux utilisateurs de travailler leur pose de manière pleinement incrémentale. Donc on place les artistes dans un mécanisme d'affinement dans lequel ils peuvent effectuer du staging en plaçant le personnage dans la scène au bon niveau de profondeur. Et ensuite, ils peuvent commencer à générer la pose partie par partie grâce à différents types de tracés. La pose 3D, du coup, elle est toujours visible sous le canevas. Bon, la connexion est un peu mauvaise, hein, j'ai l'impression. Désolée. Donc, le personnage 3D est toujours visible, comme je l'ai dit, il sert de référence en fait pour les proportions. Donc, des informations de volume et de rotation peuvent être ajoutées ou corrigées avec un code graphique particulier qu'on appelle le manipulateur sphérique, dont on reparlera après. Et les artistes peuvent également ajouter des indications additionnelles avec un pinceau classique, donc comme des expressions faciales ou des flèches de direction qui ne sont pas encore gérées par notre outil. Donc l'utilisateur il va interagir avec le système avec une tablette graphique sensible à la pression du stylet et le système du coup il va offrir plusieurs outils différents que l'utilisateur peut choisir un peu comme un peintre utiliserait différents pinceaux pour peindre les différentes parties de son tableau. Donc par rapport aux outils existants, ce système il a l'avantage d'être un des rares qui hybride les notions de 2D et de 3D spécifiquement pour le storyboard. Du point de vue de la recherche, il y a aussi la partie édition monoculaire de la pose, qui est aussi une forme d'avancée parce qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes qui permettent de faire ça actuellement. La plupart des systèmes sont basés sur justement le fait d'ajuster le cadrage pour pouvoir ajouter des informations de profondeur, alors que nous, on va plutôt utiliser vraiment des indices de profondeur pour reconstruire ensuite la pose en 3D. Donc ce workflow il permet aussi de limiter les erreurs et ambiguïtés liées à la structure du décor, aux problèmes de proportion, et il peut faire gagner du temps aux artistes pour leur éviter de refaire deux fois le travail, donc une fois dessiner la pose et ensuite la reproduire en 3D. Je vais passer donc à l'explication un peu plus détaillée du système. Donc l'utilisateur il peut tracer en fait une forme globale du personnage dans la scène pour indiquer son niveau de profondeur et le personnage sera automatiquement replacé du coup en fonction du tracé de l'utilisateur. Ensuite, pour créer le posing du personnage, donc, on a un outil de pose par ligne qui permet en fait en survolant la partie du corps à éditer de tracer une courbe plus ou moins souple selon l'intention qu'on veut donner et à partir de ça de reconstruire la pose du personnage. Donc là j'explique un peu les contraintes qu'on a eues. Donc déjà il fallait essayer de détecter les articulations par rapport au tracé du personnage. À ce moment-là, on a des ambiguïtés puisque, en fait, il y a plusieurs configurations possibles en termes de placement des bones. Donc, pour résoudre ces ambiguïtés, on s'est basé sur un principe artistique qui consiste à dire que le dessinateur va généralement essayer de faire les poses les plus claires possibles, donc en minimisant les raccourcis de perspective. Donc, avec un système de graphes, on calcule en fait la configuration qui limite le plus possible ces effets de raccourcis de perspective. Pour la profondeur, on a aussi des ambiguïtés puisqu'il existe une infinité de possibilités en termes de placement à partir quand on a un point 2D, on a une infinité de positions 3D possibles. Donc nous, on fait une projection inverse. Ensuite, on limite la position des articulations en fonction de la longueur des bones. Et on utilise aussi la pression du stylet pour indiquer si le bone doit pointer vers la caméra ou en sens inverse.
le dessinateur ne va pas forcément utiliser des proportions qui seront exactes. On va généralement aussi utiliser des plans de contrainte qui permettent de contraindre les articulations par rapport à un axe et du coup d'aider le dessinateur à créer des poses. Donc là, par exemple, on a aligné le plan au vecteur avant du personnage et ça permet de l'aider à correctement placer les articulations pour faire, par exemple, une animation de marche. Voilà, on a aussi un correcteur automatique qui permet de limiter les rotations des os et qui permet de choisir la configuration la plus plausible, donc éviter d'avoir des poses qui sont impossibles. On a aussi du coup ce qu'on appelle un manipulateur sphérique, donc c'est un cercle enveloppé de 2 lignes croisées qui permet d'apporter des informations de volume et de rotation plus précises qu'on ne peut pas avoir avec des lignes de force. Donc c'est utile par exemple pour la tête, le torse, le bassin et pour l'orientation globale du personnage. Donc bon, ça je passe rapidement. En fait, on a vraiment la partie cœur du système et les plugins. Donc on a 2 plugins, un plugin Blender et un plugin Unreal Engine et des fichiers JSON qui décrivent un peu les différentes caractéristiques de chaque personnage. Et ensuite, pour intégrer du coup au pipeline notre système, on avait plusieurs possibilités. On voulait d'abord utiliser un outil de storyboard comme Toon Boom Storyboard Pro, mais pour l'instant, les possibilités en termes de 3D ne sont pas suffisantes par rapport à notre système. Donc on a développé un plugin Blender qui utilise l'outil Grease Pencil et un plugin Unreal Engine. Donc le plugin Unreal Engine est en cours de développement. Là, c'est vraiment des tests préliminaires. Et ce qu'on espère, c'est aussi éventuellement collaborer avec l'équipe Praxinos qui ont créé le plugin Epos de Storyboard pour pouvoir peut-être par la suite faciliter vraiment la création de storyboard. Ils sont dans la salle, ils pourront te dire. Bonjour. Voilà, donc là je vous montre encore des petits exemples. Oui. Du coup, pour les projets futurs, ce qu'on voudrait, c'est terminer l'intégration dans Unreal Engine, essayer d'améliorer l'outil de correction automatique de pose, peut-être voir si on peut utiliser d'autres symboles graphiques pour poser le personnage, et aussi éventuellement intégrer tout ce qui est expression faciale. J'ai terminé, je voulais juste remercier du coup Superprod Studio et le laboratoire INREV, et en particulier Cédric Plessier et Christophe Archambault pour m'avoir aidé du coup à préparer cette présentation, et merci à vous. Donc voilà, à la fin je mettrai une slide où il y aura les noms des articles si jamais ça vous intéresse, avec le contact pour en savoir plus, et aussi toutes les références sur les ressources qu'on a utilisées pour cette présentation. Donc voilà, merci à vous. Juste le temps d'une question, s'il y a pour Sophia, et après je vous laisserai lui parler ou lui poser d'autres questions. Il y a une question là-haut, ouais, à gauche. Bonjour, Thibaut, chef décorateur à Tchèque. Je me demandais du coup si vous comptiez faire un déploiement après du plugin pour des utilisations dans plein de studios, ou si c'était un truc que vous développiez interne pour le garder à Superprod ou pas. Enfin, voilà. Là, en fait, on est en train vraiment de voir justement comment on pourrait intégrer notre outil pleinement dans un DCC pour qu'il puisse être utilisé. Donc le but, c'est qu'il puisse être utilisé en interne par Superprod. Mais voilà, si par exemple on arrive à faire notre collaboration avec Praxinos et qu'on peut intégrer nos fonctionnalités, on envisage d'avoir justement un plugin qui serait vraiment open source et qui puisse être téléchargé et utilisé ensuite par différents utilisateurs dans Unreal. Tu penses avoir besoin de travailler encore combien de temps sur le sujet avant qu'il puisse être opérationnel et utilisable ? Alors là, on n'y est pas encore, mais là, oui, je travaille sur l'intégration pour les prochains mois. Mon contrat CIF se termine en juillet, donc je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de publié d'ici là, mais on verra bien. Je ne peux pas dire encore avec certitude parce qu'on tombe souvent sur... des fois, on pense que ça va être facile et puis on tombe sur des problèmes techniques, donc je ne peux pas trop m'avancer. Non, mais écoute, merci infiniment, puis bravo. Merci. Non.